Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau module un peu plus ludique puisqu'on va parler de la création d'une entreprise à proprement parler. C'est souvent la grande question qui nous est posée par les étudiants. Concrètement, comment on fait pour créer son activité, pour exercer une activité? Alors, la première chose à vous dire, c'est qu'il faut considérer la création, se lancer dans une activité sous forme d'une ligne du temps. C'est un processus linéaire. Il y a des étapes. On commence quasiment tout le temps par la même étape et on avance dans le temps et ça libère d'autres étapes administratives. Quoi qu'il arrive, le premier geste qu'on vous conseille de réaliser, c'est le plan d'affaires. Et là où j'insiste, c'est que ce plan d'affaires va servir l'entrepreneur. L'entrepreneur, qu'il soit en personne physique ou en personne morale, en société, a besoin de balises. Il a besoin de savoir si son projet est mature. Il a besoin de déterminer quelles sont toutes les étapes par lesquelles il va passer pour être sûr que son activité a plus de chances qu'une autre de succès. Alors, une fois que vous avez maturé ce plan d'affaires, ça peut être une opération très longue de rédiger un plan d'affaires parce que c'est un projet qui mûrit, vous allez être challengé. Donc, le plus gros du travail avant, c'est bien de créer son plan d'affaires. Toute première étape, est-ce que je choisis d'exercer en personne physique ou en personne morale? Donc, le dessus de la ligne du temps sera consacré à la personne physique, aux actes à poser en personne physique, et en dessous, sur les actes à poser en tant que personne morale. Une fois que ce plan d'affaires est créé, première étape obligatoire, là aussi bien en personne physique qu'en société, c'est d'aller trouver sa banque, parce que cette banque-là va nous donner un compte en banque pro. Donc, le compte en banque professionnel est nécessaire tant pour les personnes physiques que pour les sociétés. Vous allez avoir un contact avec un banquier, ayez des bons rapports avec lui, expliquez-lui votre projet, et c'est quelqu'un qu'on doit vraiment fréquenter, qu'on doit aller côtoyer. D'accord? Si le banquier, vous ne le voyez pas ou que vous ne discutez pas avec lui quand vous créez votre société, il y a fort à parier que quand vous aurez besoin de lui, vous ne saurez même pas qui vous êtes et donc il n'y aura pas de lien commercial qui se sera créé. Et donc vous allez passer par la banque pour un prêt, pour des prêts travaux, pour un financement d'une voiture, d'une camionnette, d'une rénovation, d'un stock. Donc vous allez passer par du financement. Donc compte pro, il faut en ouvrir un. Si vous devez demander du financement à la banque, aussi bien en personne physique qu'en personne morale, il faut le faire avant de créer sa société, parce que si on vous refuse le financement, pas la peine d'aller plus loin, il va falloir retourner sur son plan d'affaires. La personne physique, elle ne versera pas de capital, mais la société versera un capital sur ce compte spécial. D'accord ? Une fois que j'ai les accords de la banque et une fois que mon compte pro existe, personne physique, et mon compte spécial, société, je peux aller voir la personne la plus importante lors de la création, c'est-à-dire le notaire. Et c'est assez logique finalement, puisque une personne physique, elle est née et quand elle naît, elle a son certificat de naissance et elle existe. Et à partir du moment où elle existe, elle doit se mettre en ordre, mais une fois qu'elle est en ordre, elle peut faire du business. Une personne morale, elle n'existe pas ex nihilo, il faut la créer. Et donc, le but d'aller chez le notaire, c'est de créer cette personne morale qui, à l'heure actuelle, au moment où vous avez fait votre plan d'affaires et pris la décision de commencer à travailler en société, cette personne morale n'existe pas encore. Donc, ce qu'on va aller faire là, c'est la créer. Alors, le notaire va vous poser une série de questions et va exiger une série de documents. Alors, la première chose qu'il va vous poser, c'est quelle forme de société vous voulez avoir. Dans la plupart des cas, il s'agira d'une SRL. Le notaire va vous demander comment s'appelle cette société, qui sont les associés, si c'est monsieur et madame, est-ce qu'il y a un contrat de mariage, quels associés amènent quel apport, d'accord? Si vous êtes tout seul, ben c'est vous qui amenez tous. Les apports initiaux à la société peuvent être sous forme de sous.
ce qu'on appelle des apports en numéraire. Vous apportez du cash à la société. Le notaire, puisque vous êtes passé par la case banque et vous avez déposé les fonds promis à la société, qu'on appelait capital précédemment, vous allez devoir donner au notaire ce qu'on appelle une attestation bancaire. Voilà. C'est-à-dire le banquier va simplement vous remettre un papier pour attester qu'il voit la somme de sur le compte en banque. Cette somme est égale au capital, c'est-à-dire à l'apport que vous avez fait. Donc il faut une attestation bancaire. Si j'amène quelque chose en nature, en tant que fondateur, je dois écrire un rapport, qui est un rapport spécial des fondateurs, dans lequel j'explique ce que j'amène, pourquoi et comment j'ai évalué sa valeur. Vous étiez coiffeur en personne physique et vous passez en société, bien entendu, vous avez des bacs de lavage, vous avez peut-être une partie de stock, vous avez un écran, vous avez des mannequins, vous avez des sèche-cheveux, bref, vous avez du matériel et vous dites, comment est-ce que cette société, ma nouvelle société, va les posséder? Tout simplement, vous pouvez les apporter en nature. Le rapport spécial des fondateurs, c'est-à-dire là où vous estimez que tel et tel bien doivent rentrer comme immobilisés, comme apport dans la société, vous devez expliquer l'utilité de ces apports à la société et justifier de votre prix. Et le rapport du réviseur va valider que votre méthodologie d'évaluation est correcte. Je schématise, je reschématise, c'est une partie un petit peu compliquée. Donc, le réviseur, il intervient si vous voulez apporter du capital sous forme, non pas de cash, mais sous forme de matériel que vous possédez. Vous ne serez pas payé pour ce matériel, vous recevrez des parts, des actions dans cette société et il faut alors qu'un réviseur d'entreprise fasse son rapport. D'accord ? Et en parallèle, il y aura un rapport spécial des fondateurs. Quand je décide d'entreprendre en société, chez le notaire, j'y vais pour lui donner toutes les informations de la boîte, quelle va être sa forme, son nom, les associés, le siège social. C'est le cas, par exemple, souvent des coiffeurs, ils ont un salon et ils ont chez eux. Le salon, c'est un siège d'exploitation. La banque Carrefour, on verra ça un petit peu plus tard, appelle ça non pas vraiment un siège d'exploitation, mais une unité d'établissement qui est en fait équivalent à un ou des sièges d'exploitation. D'accord ? Traditionnellement, ce que je vous conseille, c'est là où vous exercez, vous devez le mentionner comme unité d'exploitation, mais le siège social, essayez de le laisser chez vous. C'est là que tous les documents officiels arriveront. Crise sanitaire oblige, il y a beaucoup de patrons qui ont été embêtés parce que tous les documents officiels arrivent à un siège social donné qui n'est pas chez eux. Or, si vous êtes confiné chez vous, ça pose une série de problèmes. Quel est l'objet de la société? Alors là, petit conseil que je vous donne, l'objet d'une société qui est paru dans les statuts doit être le plus large possible. Pourquoi? Je vous donne un exemple. J'ai créé récemment une société pour des photographes qui sont mari et femme. Je leur ai bien demandé qu'est-ce que vous allez faire. Et en les poussant dans leur dernier retranchement, ils m'ont dit que dans le futur, ils voudraient bien éventuellement avoir une boutique en ligne où ils vont vendre des t-shirts qui vont floquer et qui seront des créations propres, puisqu'ils sont photographes mais aussi graphistes. Peut-être que dans le futur, ils ont le projet d'ouvrir une maison d'hôtes. Peut-être que dans le futur, ils ont aussi le projet d'ouvrir une galerie d'art. Bref, plein de projets. Je leur ai demandé donc, j'ai demandé au notaire d'introduire tout ça dans l'objet social. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, je reprends l'exemple de mon photographe, et puis demain, il veut faire aussi de l'événementiel et ouvrir une galerie d'art, ce n'est pas dans les statuts, ils ne peuvent pas l'exercer, tout simplement. Et donc, pour l'exercer, ils devront modifier les statuts, ce qui fait un repassage chez le notaire et des frais en plus. Donc, soyez le plus large, discutez avec votre comptable, souvent il aura des idées, mais si vous ne le mettez pas là, vous risquez de devoir repasser chez le notaire. Donc voilà, première étape, le notaire va vous questionner, va demander de remplir des formulaires avec tout un tas de questions, les principales étant celles que je viens de mentionner. Ensuite, bien évidemment, puisque c'est une obligation légale, le notaire va exiger le plan d'affaires. Le plan d'affaires, je le répète, vous ne devez pas le faire par un comptable, un professionnel du chiffre, vous pouvez le faire vous-même.
il se fait que souvent le comptable aura plus l'habitude et va surtout respecter le prescrit légal. Mais donc le notaire va exiger le plan d'affaires complet qui respecte le prescrit légal. Alors, il y a un mythe que j'entends beaucoup chez mes étudiants qui est, oui, mais donc, il prend le plan d'affaires, le notaire, et alors, il le regarde et puis il me dit si ça va. Non, pas du tout. Le job du notaire n'est pas du tout de vous donner, de vous faire un audit de votre plan d'affaires ou de vous donner du conseil. D'ailleurs, il n'en a pas la formation. Un notaire est avant tout juriste. En fonction des notaires, ils ont des compétences spécifiques, mais c'est pas son job et c'est pas sa compétence initiale. Donc, le notaire, il le prend, il le met dans une boîte, dans un tiroir, et s'il n'y a pas de problème, vogue la galère et il n'y a pas de problème. Par contre, s'il y a un problème dans les 3 ans, on a déjà parlé de la responsabilité des fondateurs, on va en reparler d'ici quelques minutes, mais donc, s'il y a un problème dans les 3 ans, il ressortira le plan d'affaires. Donc le notaire, comme Sylvain vient de le dire, c'est le gardien du plan d'affaires à la création. Si jamais il y a une faillite, vous souvenez-vous qu'on vous a dit que la société protégeait les associés, sauf en cas de faillite dans les 3 ans. Donc, dans ce cas-là, le juge qui sera amené à se prononcer sur la faillite retournera chez le notaire pour demander une copie du plan financier qui aura été déposé en minutes chez lui. D'accord ? Alors, on parle des fondateurs. Vous allez dire, ben, c'est qui ces fondateurs? Est-ce que c'est ceux qui sont les propriétaires? Non, les fondateurs, c'est une partie des associés. Alors, en général, si vous êtes tout seul, ben, l'associé unique, c'est vous, vous êtes le fondateur unique. Par contre, il se peut que vous puissiez écarter la responsabilité du fondateur. J'invente que vous êtes associé avec votre frère et avec vos parents. Votre frère travaille avec vous, mais vos parents sont juste soutiens. Eh bien, ça vaut la peine de les exonérer de leur responsabilité de fondateur. C'est-à-dire que eux, s'il y a faillite, dans les 3 ans, ils ne sont pas inquiétés. Donc, les fondateurs, ce sont les comparants à l'acte dans la loi. Ces fondateurs-là peuvent être exonérés. Une partie des fondateurs peut être exonérée de cette responsabilité. Ça, il faut voir avec le notaire, mais il y a des conditions légales pour exonérer sa responsabilité de fondateur. Bien entendu, tout le monde ne peut pas être exonéré, mais il y a une possibilité d'exonération. D'accord ? Donc, voilà pour cette partie fondateur. Donc, une fois que le notaire a reçu tout ce dont on vient de parler, il va fixer un rendez-vous avec vous pour l'acte à proprement parler que vous allez signer. Il va vous faire un projet d'acte. Et souvent, ça se fait en parallèle avec le comptable. Vous avez un projet d'acte et une fois que le projet d'acte est acté, alors dans ce cas-là, vous avez une société qui existe, comme Sylvain l'a dit tout à l'heure, vous avez publié l'acte de naissance de la société. Donc, le notaire va créer les statuts et ces statuts vont être publiés aux annexes du moniteur belge. Donc, quand vous sortez de chez le notaire, vous sortez avec une attestation de création des statuts et vous avez validé une deuxième étape. Dès que vous sortez chez le notaire, vous pouvez directement retourner à la banque pour libérer le compte spécial. Ne sera plus un compte spécial et on va juste le convertir en un simple compte bancaire professionnel. D'accord ? Combien ça coûte le notaire? On en a parlé dans la précédente vidéo. Plus ou moins 1 200 € hors TVA, c'est la tape. D'accord? Donc, tout compris. Dans ces 1 200, il y a aussi la publication au moniteur, il y a la création auprès de la banque Carrefour, donc ce n'est pas dans la poche du notaire, il y a des recherches qu'il fait, il y a un acte qui passe, mais il y a aussi toute une série de frais que vous auriez dû payer de toute façon, comme la parution au moniteur, c'est quand même 224 € une parution au moniteur, la création au guichet d'entreprise, donc tout ça, un droit fixe, un droit d'enregistrement fixe de 25 €. Bref, il y a tout un tas de frais qui sont compris dans ce prix-là. Donc, vous êtes retourné à la banque pour libérer votre compte spécial en un simple compte pro. La personne physique aurait été, elle, simplement ouvrir un compte professionnel. Donc,
Au sortir de chez le notaire, vous vous retrouvez avec la personne physique au même stade. Vous vous rendez à un guichet d'entreprise agréé et ce guichet d'entreprise va inscrire votre société à la banque Carrefour des entreprises. Alors, où trouve-t-on les guichets d'entreprise? On trouve les guichets d'entreprise dans tous les secrétariats sociaux. Secrétariats sociaux, vous avez Partena, Acerta, l'UCM, Securex, Groupe S, SD Works, voilà, ce sont tout un tas de secrétariats, EasyPay, ce sont des secrétariats sociaux. Ces secrétariats sociaux se valent à peu près tous, ils ont tous les mêmes services, donc choisissez un secrétariat social qui est proche de chez vous et qui est facile d'accès pour vous. Ce secrétariat social qui est en rapport direct avec votre comptable, parce que votre comptable va quand même avoir pas mal d'échanges avec les secrétariats sociaux. Donc, si votre comptable vous en conseille un, vous en déconseille un, vous déconseille un centre spécifique d'un certain secrétariat social, écoutez-le. Le comptable a l'habitude d'avoir des rapports avec les secrétariats sociaux. Et si ça se fait, il est lui-même plus ou moins représentant, ou en tout cas à certains accès dans un secrétariat social. Donc, faites les choses aussi par rapport au conseil de votre comptable. Dans ce guichet d'entreprise agréé, on va vous demander deux choses, aussi bien à la personne physique que à la société. C'est d'abord qu'est-ce que vous voulez exercer comme activité, et là on parlera de code NACEBEL. Évidemment, la personne physique est libre d'exercer toutes ces activités, alors que la société, elle est limitée à son objet social. On ne peut pas exercer une activité qui est en dehors de l'objet social. C'est bien pour ça que la banque Carrefour Entreprise, le guichet d'entreprise, va exiger une preuve de constitution de la société et une copie des statuts pour déterminer si les codes NACEBEL sont bien en lien avec les statuts. Alors attention, on ne peut exercer que des choses prévues par les statuts, mais on peut aussi prévoir dans les statuts des choses qu'on ne va pas exercer. En tout cas, pas dans un premier temps. Je vous donne un exemple. Nous créons une société. Mon épouse est en train de terminer sa formation en traiteur-restaurateur. Eh bien, on crée la société. Dans les statuts, on prévoit que la société pourra mener les activités de traiteur-restaurateur, livraison de repas, etc. Mais n'ayant pas encore le diplôme, et ça fait le lien avec l'étape d'après, n'ayant pas encore le diplôme, elle n'a pas encore l'accès à la profession, et sans l'accès à la profession, on ne peut pas exercer. Dès lors, c'est prévu dans les statuts, mais on ne s'inscrit pas encore avec le code NACEBEL qui référence les activités de traiteur-restaurateur, puisque nous n'avons pas encore l'accès à la profession. Donc, il y a pas mal de professions qui sont protégées par des accès. Je vous ai parlé de restaurateur-traiteur. On peut penser à, y en a plein, hein, charcutier, opticien, etc. Donc il y a plein de professions qui sont protégées par des accès. Il y a aussi plein de professions qui ne le sont pas. Photographe, coach, formateur, assistant administratif. Il y a plein de choses, gérant d'événementiel, enfin voilà, qui ne sont pas protégées par un accès à la profession. Il y a aussi des professions qui sont protégées par un accès de diplôme et par des autorisations complémentaires de l'État. Je pense à la profession de détective privé, par exemple. On ne peut pas être détective privé sans avoir le diplôme, mais une fois qu'on a le diplôme, on ne peut toujours pas être détective privé tant qu'on n'a pas été autorisé par l'État. Donc, il y a les accès à la profession et il y a aussi les autres autorisations potentiellement nécessaires. Par exemple, les ordres, comme je vous ai dit, avec les professions libérales, vous devez avoir une autorisation de l'ordre aussi. Finalement, un deuxième niveau d'autorisation à avoir, c'est l'accès à la gestion. Cet accès à la gestion peut être sous deux formes, soit une forme de diplôme, vous avez un diplôme de connaissance de gestion, ou vous avez un bachelier, ou vous l'avez acquis par la pratique. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir accès
à la gestion parce que vous avez exercé pendant 3 ans avec quelqu'un qui avait en activité principale, avec quelqu'un qui vous prêtait sa gestion, ou 5 ans si vous l'avez exercé en activité complémentaire. D'accord? Alors, on parle beaucoup de supprimer cet accès à la gestion. Je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit, que ce n'était pas une très bonne idée. Une fois que vous avez satisfait à toutes ces questions de code NACBEL et de connaissances, de compétences de gestion, connaissances de gestion de base, alors vous pouvez être inscrit à la Banque Carrefour avec tous vos codes NACBEL. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on peut rajouter des codes NACBEL? Alors, oui. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ayez l'objet social le plus large, parce que les codes NACBEL, on peut les rajouter. Rajouter des codes NACBEL, ça vous coûte 87 €. Changer vos statuts, ça vous coûte 1 200 €. Le calcul est assez vite fait. Les plus gros statuts possibles, et éventuellement pas d'obligation d'avoir tous les codes NACBEL, mais si vous en rajoutez par après, c'est 87 €. C'est nettement plus démocratique que 1 200. Une fois que vous avez satisfait à toutes ces conditions et que vous êtes inscrit à la BCE, vous ressortez du guichet d'entreprise avec votre numéro d'entreprise. Ce numéro d'entreprise, attention, ce n'est pas le Graal ultime. Une fois que vous avez ce numéro d'entreprise, vous allez pouvoir vous assujettir à la TVA parce que vous n'êtes pas inscrit à la TVA au sortir du guichet d'entreprise. Petit conseil, les guichets d'entreprise vont vous proposer de vous inscrire à la TVA, de vous enregistrer à la TVA. Évidemment, du côté guichet d'entreprise, cet acte-là, il est payant. Alors qu'il suffit de remplir un formulaire de 3 pages qui s'appelle un 604A. C'est souvent votre comptable qui le remplit, qui vous le réenvoie pour signature et vous l'envoyez à la poste. Et en général, cette action-là n'est pas payante. Une fois que vous avez fait ces différentes actions, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge parce que vous avez une obligation en tant que soit indépendant, personne physique, soit en tant que dirigeant d'entreprise, réputé par la loi être indépendant. Qui dit indépendant? La personne physique, elle l'est, indépendant. Les administrateurs, ils sont réputés l'être et ça a comme conséquence que vous devez vous inscrire à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants. Et où trouve-t-on ces caisses d'assurance sociale? Dans un secrétariat social. Donc, quand vous êtes au guichet d'entreprise, vous inscrivez votre entreprise à la Banque Carrefour, mais souvent, vous vous inscrivez à une caisse d'assurance sociale et en parallèle, puisqu'il faut faire un calcul souvent de rémunération de dirigeants, vous allez aussi souscrire à un contrat de secrétariat social. Donc, dans un secrétariat social, on fait 3 choses. On s'inscrit à la Banque Carrefour, on s'inscrit à une caisse d'assurance sociale. C'est cette caisse qui va calculer quelles sont les cotisations sociales que vous devez payer. Et vous faites une troisième chose qui est de demander un service de secrétariat social, c'est-à-dire un service de calcul de votre salaire de dirigeant d'entreprise. Donc, le dirigeant d'entreprise, il n'est pas salarié, il pourrait l'être, mais on n'envisage pas ce cas-là. Il est indépendant, il n'est pas salarié, mais il peut percevoir un salaire de dirigeant avec un calcul qui est très spécifique. Souvent, c'est avec votre comptable que vous allez effectuer ce calcul de salaire et tous les mois, le secrétariat social va émettre ce calcul-là. Donc évidemment, le calcul mensuel du secrétariat social, c'est payant. L'inscription à une caisse d'assurance sociale, c'est gratuit. Pas les primes évidemment, mais c'est gratuit. Il y a juste un petit quatrièmement, en plus du secrétariat social, c'est de vous inscrire à une mutuelle si ce n'est déjà fait. C'est une obligation pour l'indépendant d'être inscrit à une mutuelle. Disons qu'il n'y a pas d'obligation universelle dans les assurances. Par contre, il y a des contextes qui engendrent des assurances obligatoires. Si vous conduisez une automobile, le fait de conduire une automobile engendre l'obligation d'avoir une RC auto. Si vous avez des salariés, vous entrez dans un contexte où vous êtes obligé d'avoir l'assurance loi qui protège vos travailleurs
sur le lieu de travail et sur le chemin du travail. Si vous ouvrez demain une entreprise d'agents de sécurité, d'agents de gardiennage, vous avez aussi des assurances spécifiques qui sont obligatoires pour couvrir les dommages jusqu'à une certaine somme de dommages si jamais vos agents font pas le travail de manière adaptée. Alors, il y a deux assurances dont on va vous parler assez souvent. C'est l'assurance professionnelle, responsabilité civile professionnelle, et l'assurance responsabilité civile exploitation. Quand vous avez un lieu qui est accessible au public, on va vous suggérer d'avoir, et souvent elles font partie d'un package d'assurance, c'est la RC d'exploitation. C'est-à-dire si un de vos clients venait à se blesser ou à casser quelque chose dans votre magasin, vous auriez une responsabilité civile exploitation. Si par contre, quand vous travaillez, vous blessez un client, ou vous ratez de votre mission, vous êtes en train de coiffer quelqu'un, vous l'avez raté, ou vous l'avez brûlé, ou il y a eu un problème, là alors c'est votre responsabilité civile professionnelle que vous allez sortir. Donc chaque contexte va avoir un impact sur les assurances obligatoires que vous allez peut-être devoir contracter. Ayez un assureur qui comprend, qui vous pose des questions, qui comprend votre business et qui est un professionnel de l'assurance. Ça a l'air un peu trivial ce que je dis, mais tous les assureurs ne sont pas capables de faire le tour de vos assurances professionnelles avec vous, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude. D'accord? Donc, Oui, il y a même attention. il y a même des systèmes d'assurance qui sont presque des systèmes pyramidaux où vos copains vous contactent pour vous vendre des assurances, quoi. Alors que vos copains, peut-être la semaine dernière, ils vendaient des baskets et 3 mois avant, il était en intérim dans un bar. Autant dire que c'est pas un professionnel de l'assurance. Donc, vraiment, rendez-vous chez des courtiers, chez des professionnels de l'assurance, parce que c'est vraiment clé. Vous avez fait toutes les démarches, vous êtes maintenant prêt pour démarrer votre activité. Dans les obligations ou dans ce qui est fortement recommandé, parce que ce n'est pas une obligation, le comptable va être le lien avec différentes administrations. Vous avez entendu parler d'impôts des personnes physiques, donc impôts sur le revenu, l'ISOC, l'INASTI, l'Institut national d'assurance sociale pour travailleurs indépendants, la TVA, des relations éventuellement, là c'est peut-être moins le comptable, quoi qu'il peut vous donner des éléments avec des organismes externes. Sylvain a dit, il y a les administrations, mais il y a des autorités externes parfois. Dans le cas du détective, je pense que c'est le ministère de l'Intérieur. Exact. Si vous êtes dans l'ORECA, il y a l'AFSCA. Si vous êtes dans le domaine de l'automobile, il y a parfois des fédérations qui interviennent, comme Traxio. Il y a parfois dans le domaine du bâtiment, il y a aussi des fédérations, il y a des instituts. Je pense que c'est l'Institut national de technique de construction. Et vous êtes paré pour exploiter votre activité.